Le protocole Athéna. Si vous aimez les récits de survie épiques et de revanche technologique, préparez votre casque. Cette histoire va vous transporter à travers les étoiles. Avant de commencer, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucun chapitre de cette saga galactique. Prologue, le grand mensonge. Le 26e siècle devait être l'âge d'or. Lorsque l'humanité a franchi le mur de la lumière, elle pensait avoir brisé ses chaînes. La rencontre avec la coalition des mondes fut célébrée comme le plus grand événement de notre histoire. On nous a promis la paix, le partage, l'accès à une bibliothèque galactique millénaire. Mais le savoir a un prix que nous n'étions pas prêts à payer. 10 ans seulement après notre intégration, le masque est tombé. Les « anciens », ces races qui dirigent la coalition depuis des éons, ne cherchent pas des alliés. Ils cherchent des serviteurs. Pour eux, l'ambition humaine était une maladie, notre créativité, une menace. Ils ont instauré le verrouillage, interdiction de rechercher de nouvelles énergies, interdiction de fortifier nos vaisseaux, obligation de ne produire que ce qu'ils nous autorisaient à consommer. Nous n'avions que deux choix, obéir et s'éteindre lentement, ou résister et être exterminés. Nous avons choisi une troisième voie. Le mensonge. Pendant que nos diplomates courbaient l'échine sur Terre, nous avons envoyé nos meilleurs esprits, nos plus grands soldats et nos stratèges les plus audacieux vers les confins du vide. À 750 années-lumière, dans le système reculé d'Athéna, nous avons bâti notre dernier espoir. Dans le silence, dans le secret, nous avons forgé l'acier de la vengeance pendant 70 ans. Nous savions que la coalition finirait par frapper. Nous ne savions simplement pas que nous arriverions trop tard pour le premier acte. Chapitre 1, le crépuscule des géants. Le 14 mai 2592, le ciel de la Terre ne devint pas noir, il devint blanc. Un blanc électrique, insoutenable. 20 000 vaisseaux de la coalition venaient de sortir de l'hyperespace simultanément entre la Lune et la Terre. Des cités flottantes, des cathédrales d'obsidienne et de lumière froide appartenant aux « anciens ». Ils étaient venus pour une « opération de pacification ». En réalité, ils étaient venus pour l'extinction. Ici le haut commandement de l'UNSC. À toutes les unités. C'est l'heure. Ordre 99. Battez-vous jusqu'à la dernière particule d'oxygène. La réponse humaine fut un hurlement de métal. Contrairement aux attentes des aliens, la Terre ne négocia pas. Elle ne supplia pas. Elle explosa. Dès les premières minutes, la coalition comprit son erreur. L'humanité avait secrètement militarisé ses infrastructures civiles. Les ascenseurs spatiaux, au lieu de transporter des marchandises, devinrent des rails électromagnétiques géants lançant des ogives nucléaires à des vitesses relativistes. Le vaisseau amiral de la coalition, le Majestueux, un monstre de 10 km de long, fut le premier à saigner. 3 stations minières automatisées, propulsées par des moteurs de saut surchargés, s'écrasèrent sur son flanc droit. L'explosion fut si vaste qu'elle projeta des ombres sur le continent africain en plein jour. Dans le vide spatial, ce fut un massacre méthodique. Les pilotes humains, aux commandes de chasseurs, rapaces, utilisaient une tactique de guérilla suicidaire, ils coupaient leurs moteurs pour devenir invisibles au radar, se laissaient dériver, puis réactivaient leurs propulseurs à bout portant pour percer les boucliers aliens. Ici l'escadrille Gamma. On entre dans leur hangar. Adieu, les gars. Une détonation. Puis 10. Puis 100. Pendant 48 heures, l'armada de la coalition fut littéralement mise en pièces. Pour chaque vaisseau humain pulvérisé, 2 croiseurs aliens sombraient, leurs coques éventrées par la rage d'une espèce qui refusait de mourir. La coalition, habituée à des victoires faciles contre des mondes dociles, découvrait la terreur. Les « anciens » saignaient un sang bleu et froid dans le vide noir. Mais le nombre finit par l'emporter. Épuisée, sa flotte réduite à néant, la Terre fut mise à nu. L'archonte Xylo, le chef de l'invasion, furieux d'avoir perdu plus de la moitié de son armada, 11 000 navires de guerre, ordonna la purge. Les canons à antimatière de la coalition s'allumèrent. Pendant une semaine, ils frappèrent la Terre. Pas les bases militaires. Les villes. Paris, Tokyo, New York, Pékin, Londres,
Lagos, rayé de la carte en quelques pulsations de lumière violette. Puis, le silence. Croyant l'humanité renvoyée à l'âge de pierre, l'armada brisée de la coalition fit demi-tour, laissant derrière elle un monde de cendres et de fumée. Ils pensaient avoir terminé le travail. Ils ignoraient que le message de détresse de la Terre avait déjà parcouru les étoiles. Chapitre 2 – Les spectres d'Athéna. 19 jours après le départ de la coalition. Le silence régnait sur l'orbite terrestre, seulement troublé par le cliquetis des épaves qui s'entrechoquaient. Les 8 milliards de morts semblaient peser sur l'atmosphère comme une chape de plomb. Soudain, l'espace se déchira. Ce n'était pas la déchirure lumineuse et élégante de la coalition. C'était une rupture brutale, violente, comme si la réalité elle-même criait. 500 silhouettes noires, massives, angulaires, émergèrent du néant. La flotte d'Athéna. Ce qui rendait cette flotte d'Athéna terrifiante, ce n'était pas sa taille, mais son cœur. Chaque navire battait au rythme d'un réacteur à point zéro. Là où la coalition brûlait des gaz stellaires pour se déplacer, les ingénieurs d'Athéna avaient appris à puiser l'énergie dans le vide même de l'espace. Un moteur qui ne s'épuise jamais. Un moteur qui permettait à des géants de faire de s'effacer de la réalité pour réapparaître dans le dos de l'ennemi en un battement de cils. C'était une technologie que les anciens jugeaient théoriquement impossible. Pour l'humanité, c'était le moteur de sa liberté. Sur le pont de l'Invictus, le commandant Elias Thorne ne bougeait pas. Son regard était fixé sur l'hologramme central montrant la Terre. Ce n'était plus la bille bleue. C'était une scorie grise. État des lieux, ordonna-t-il. Sa voix était si basse qu'elle semblait venir du fond d'un gouffre. À ses côtés, Lina Vallée tremblait. Ses doigts survolaient les consoles tactiles, mais ses yeux étaient embués de larmes. Commandant, les capteurs ne trouvent presque rien. L'atmosphère est saturée de carbone. Les communications sont mortes. La biosphère est à l'arrêt. Elias ferma les yeux un instant. Il imaginait les 70 dernières années sur Athéna. Les sacrifices, le travail forcé dans les mines, les nuits blanches des scientifiques pour créer les moteurs à 0.0. Tout cela pour arriver dans un cimetière. On a capté un signal, intervint soudain un opérateur. Faible. Cryptage de la résistance. Ça vient des bunkers sous les Alpes. Descendez-moi là-bas, dit Elias. Tout de suite. La navette d'Elias traversa les nuages de cendres. À l'atterrissage, la rampe s'abaissa sur un paysage cauchemardesque. La neige n'était plus blanche, elle était noire de suie radioactive. Une femme sortit de l'ombre d'un tunnel. Sarah Kerrell. Elle tenait un fusil d'assaut déchargé. Ses yeux s'agrandirent en voyant les soldats d'Athéna. Ils portaient des armures qu'elle n'avait jamais vues, des plaques de composite auto-réparatrices, des armes à impulsion qui vibraient d'une énergie contenue. « Qui êtes-vous » croassa-t-elle, la gorge brûlée par l'air acide. Elias s'avança et retira son casque. Ses cheveux étaient grisés, son visage marqué par la gravité de la planète Athéna, plus forte que celle de la Terre. « Je suis le commandant Thorne. Nous venons du système Athéna. Nous sommes les enfants de l'opération Horizon Noir. » Sarah tomba à genoux. Elle ne pleurait pas, elle n'avait plus assez d'eau dans le corps pour cela. Vous avez mis trop de temps. Ils sont tous morts. Ils ont tout brûlé. Elias s'accroupit devant elle et prit ses mains sales dans les siennes, gantées de technologie interdite. Ils ont brûlé le berceau, Sarah. Mais ils ont oublié qu'on ne vit plus dans le berceau. Il se redressa et regarda le ciel, où les monstrueux cuirassés d'Athéna commençaient à déployer des plateformes de terraformation géantes pour purifier l'air. « Écoutez-moi bien, dit Elias, et ses paroles furent retransmises sur tous les canaux de la flotte. La coalition pense que l'humanité est une leçon oubliée. Ils pensent que nous sommes une espèce de survivants. Ils se trompent. À partir d'aujourd'hui, l'humanité n'est plus une victime. Elle n'est plus une colonie. » Il pointa le vide spatial, là où les prédateurs aliens s'étaient enfuis. Sur Athéna, nous avons appris à construire des soleils et à briser des atomes. Nous avons des vaisseaux que leurs boucliers ne peuvent pas arrêter.
Nous avons une rage qu'ils ne peuvent pas concevoir. Nous allons reconstruire cette planète. Nous allons soigner nos blessés. Et ensuite, nous irons chercher chaque monde de la coalition, l'un après l'autre. Ils nous ont donné l'enfer. Nous allons leur rendre le néant. Ce jour-là, dans les cendres de la terre, le traité de la coalition fut brûlé. Une nouvelle ère commençait. L'ère de la vengeance d'Athéna. Chapitre 3, le grand exode. L'orbite de la Terre était devenue une fourmilière d'acier. Les 500 cuirassés d'Athéna n'étaient pas venus seuls, ils avaient déployé des milliers de barges de transport et de modules médicaux automatisés. Le contraste était frappant, les navettes de la Terre, cabossées et fumantes, s'arrimaient aux flancs immaculés et massifs des vaisseaux d'Athéna. Parmi les troupes débarquées au sol se trouvait Caël. Né dans les dômes pressurisés d'Athéna, il n'avait connu que le métal, la roche et le ciel artificiel. En posant le pied sur la terre, il s'arrêta net. Il ramassa une poignée de terre cendrée. Dans les archives, on lui avait parlé de forêts et de rivières. Sous ses bottes, il ne voyait que des décombres. Tout ça pour de la peur ? Murmura-t-il dans son casque en fixant les ruines d'une école. Caël ne se battait pas pour des souvenirs comme le commandant Élias. Il se battait pour que, demain, il puisse enfin voir une fleur pousser sur le monde de ses ancêtres. Sur le pont principal de l'Invictus, le commandant Élias Thorne supervisait le recensement. Les chiffres étaient tombés, définitifs, comme des sentences, 225 millions. C'était tout ce qu'il restait de la splendeur humaine. Sarah Kerel, désormais vêtue d'une combinaison de vol d'Athéna qui semblait trop grande pour sa silhouette frêle, regardait les flux de données. On ne peut pas tous les emmener, Élias, murmura-t-elle. Si on vide la Terre, elle mourra pour de bon. Elle ne redeviendra qu'un caillou stérile. Élias se tourna vers elle. Ses yeux étaient rouges de fatigue. Je sais. C'est pour cela que nous devons faire un choix. Un choix cruel, mais nécessaire. Le conseil du destin. 1 heure plus tard, dans la salle de briefing, les hologrammes des chefs de secteur d'Athéna et des derniers leaders terriens se faisaient face. Le plan est le suivant, annonça Élias, sa voix résonnant avec une autorité froide. Nous avons identifié 40 millions d'individus. Des ingénieurs en structure, des biologistes des sols, des spécialistes en climatologie et des unités de défense d'élite. Ils resteront ici. Un murmure de protestation s'éleva, mais Élias leva la main. Ce ne sera pas une condamnation, mais une mission. Athéna va déployer ses semeurs d'atmosphère. Ces machines vont filtrer les cendres et réinjecter de l'oxygène purifié. Dans 10 ans, la Terre sera à nouveau respirable. Dans 20 ans, elle sera une forteresse imprenable. Ces 40 millions d'humains seront les fondations de notre nouveau monde. Et les 185 millions restants, demanda un délégué de ce qui fut autrefois l'Asie. Ils partent pour Athéna, répondit Lina Vallée. Ils ont besoin de soins, de nourriture et, surtout, de sécurité. Sur Athéna, nous avons des cités sous dôme, des centres de soins régénératifs. Nous allons les soigner, les former aux technologies que nous avons développées en secret. Ils reviendront un jour, non pas comme des réfugiés, mais comme des conquérants. La scène des adieux. Le lendemain, dans les ruines du spatioport de Kourou, la réalité de cette décision prit un visage humain. Une jeune mère, tenant son fils par la main, faisait face à son mari, un ingénieur en chef sélectionné pour rester et reconstruire les générateurs de boucliers planétaires. « Je ne veux pas partir sans toi, Marc, pleurait-elle. 750 années-lumière, on ne se reverra jamais. » L'homme lui prit le visage entre les mains. Autour d'eux, des drones d'Athéna chargeaient des conteneurs de fournitures médicales. « Écoute-moi, Lucie. Les gens d'Athéna, ils sont différents. Ils ont des moteurs de saut que la coalition ne peut même pas imaginer. Pour eux, la distance n'est plus un obstacle, c'est juste un calcul. Je vais rebâtir cette maison. Je vais nettoyer ce ciel. Et quand tu reviendras, tu verras à nouveau le soleil se lever sur une terre libre. » Élias, observant la scène depuis une passerelle, sentit un pincement au cœur qu'il croyait avoir oublié. Il s'approcha de Sarah. «
vous restez, Sarah ?» Elle regarda l'horizon gris, là où une machine d'Athéna commençait déjà à dévorer les débris métalliques pour les recycler en matériaux de construction. Quelqu'un doit être la mémoire de ce qui s'est passé ici. Quelqu'un doit s'assurer que les 40 millions qui restent n'oublient pas pourquoi ils travaillent. Je reste. La technologie interdite. Pour montrer sa détermination, Elias ordonna le déploiement du premier pilier d'Athéna. Sous les yeux ébahis des survivants, un immense monolithe de métal noir, long de 3 km, descendit de l'orbite et vint s'enfoncer dans le sol avec un grondement sismique. Une onde de choc bleu se propagea à la surface de la Terre, dissipant les nuages de cendres sur un rayon de 100 km en quelques secondes. Pour la première fois depuis des semaines, un rayon de lumière naturelle perça l'obscurité et frappa le sol. « Qu'est-ce que c'est » demanda Sarah, éblouie. « Un purificateur ionique à fusion froide », expliqua Lina Vallée avec un sourire fier. La coalition interdit cette technologie car elle permettrait à n'importe quelle espèce de terraformer une planète en un an. Ils veulent que nous dépendions de leurs usines d'oxygène. Nous venons de briser leur première chaîne. Le serment. Alors que les immenses vaisseaux de transport commençaient à s'élever, emportant 185 millions d'âmes vers le système d'Athéna, Elias Thorne reprit place sur son pont de commandement. L'Invictus commença à s'éloigner de l'orbite, laissant derrière lui une Terre blessée, mais désormais sous la protection d'une garde d'acier. « Commandant, les calculs de saut pour Athéna sont prêts », annonça Lina. Elias regarda la Terre une dernière fois. Le point de lumière créé par le pilier d'Athéna brillait comme un phare dans la nuit. Lina, envoyez un message à tous les vaisseaux de la flotte. Je vous écoute. Dites-leur ceci, aujourd'hui, nous avons laissé une partie de notre cœur sur Terre. Mais nous emportons avec nous la graine de notre vengeance. Que chaque seconde passée sur Athéna soit dédiée à l'entraînement, à la science et à la guerre. La prochaine fois que nous reviendrons dans ce système, ce ne sera pas pour évacuer des survivants. Ce sera pour annoncer la fin de la coalition. Le sceau fut activé. En un battement de cils, la flotte disparut, laissant la Terre entamer sa longue métamorphose, protégée par ses 40 millions de sentinelles. Chapitre 4 – Le réveil du sommeil de fer. 5 années s'étaient écoulées depuis que le dernier vaisseau de transport avait disparu dans les plis de l'espace vers le système d'Athéna. Pour les 40 millions de survivants restés sur Terre, ces 5 années n'avaient pas été une période de deuil, mais une ère de labeur acharné. La Terre de fer. Le visage de la planète avait changé. Grâce au pilier d'Athéna, le ciel n'était plus ce voile de suie oppressant, mais un bleu électrique, traversé par les lignes de force des nouveaux boucliers planétaires. Paris, Tokyo, le Caire n'étaient plus que des noms sur des cartes anciennes. À leur place s'élevaient des citadelles de combat souterraines et des forges orbitales. Sarah Kerrel se tenait sur le sommet du pilier Alpha, en plein cœur de ce qui fut jadis le massif du Mont Blanc. Elle n'était plus la diplomate brisée qu'Elias Thorne avait trouvée dans les ruines. Elle portait désormais l'uniforme noir des sentinelles du berceau. À sa ceinture, un terminal de contrôle relié directement au réseau de défense planétaire. Rapport de la stratosphère, Sarah ordonna une voix dans son oreillette. Ici Alpha. Le dôme est stable à 98%. Les purificateurs ont atteint la couche d'ozone. Pour la première fois depuis l'invasion, on peut voir les étoiles sans filtre, Elias. À 750 années-lumière de là, sur le pont de l'Invictus, le commandant Elias Thorne sourit pour la première fois depuis des mois. Son vaisseau était amarré au gigantesque chantier naval d'Athéna, où des centaines de navires de classe Titan prenaient forme, leurs coques recouvertes d'un alliage capable de dévier les tirs à l'antimatière. Profitez-en, Sarah, dit Elias. Car ces étoiles ne vont plus tarder à trembler. L'ombre sur la Lune. Le moment de vérité arriva par une froide journée d'octobre. Un capteur de longue portée, placé sur la face cachée de la Lune, détecta une distorsion familière. Une signature énergétique que chaque humain portait en horreur dans son ADN. Un croiseur de reconnaissance de la coalition, le Vigilance 7, venait de sortir de l'hyperespace. Il était envoyé par les anciens pour vérifier si les vermines humaines s'étaient bien éteintes dans l'oubli. Dans le poste de commandement de la Terre, le silence fut total. « Ils sont là », murmura Lina Vallée,
qui supervisait les tests d'armement depuis la base lunaire secrète. Un croiseur de classe Oméga. Il scanne la surface. Laissez-les s'approcher, ordonna Elias depuis Athéna via le relais de communication instantané. Ne levez pas les boucliers. Laissez-les croire que la Terre est toujours un cimetière. Sur le pont du vaisseau alien, le commandant Xilien, un être aux membres longilignes et aux yeux d'opale, observait ses écrans. La planète est silencieuse, rapporta son officier. Les niveaux de carbone baissent, mais aucune trace d'activité industrielle majeure. Les survivants doivent être revenus à l'état sauvage. Finissons-en, dit le Xilien. Envoyez une sonde de surface pour confirmer l'extinction totale. Je veux retourner à la citadelle avant la fin du cycle. Le piège se referme. Dès que la sonde de la coalition pénétra dans l'atmosphère, le piège d'Athéna se referma. Séquence de capture activée, annonça Sarah sur Terre. Ce ne fut pas un tir de laser, ni un missile. Ce fut quelque chose de bien plus terrifiant. 4 satellites, camouflés en débris spatiaux, pivotèrent simultanément. Ils projetèrent un filet de gravité, une technologie interdite par la coalition car elle permet de paralyser un vaisseau sans le détruire. Le croiseur alien se retrouva figé dans l'espace, ses moteurs hurlant dans le vide, incapable de bouger d'un millimètre. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Hurla le commandant Xilien sur son pont. Nos systèmes sont verrouillés. Qui fait ça? La réponse vint sous la forme d'un hologramme qui apparut soudainement sur tous les écrans du vaisseau alien. L'image d'Elias Thorne, calme, impitoyable. Ici le commandant Elias Thorne de la flotte d'Athéna, dit-il dans la langue des anciens, apprise durant les années de secret. Vous avez envahi notre monde. Vous avez tué 8 milliards des miens. Vous pensiez que nous étions une espèce éphémère. Humain. Cracha le Xilien, la peur masquée par l'arrogance. La coalition vous écrasera pour cette insolence. Libérez-nous ou vos ruines seront vaporisées. Elias pencha la tête, un éclair de froideur dans les yeux. Vos ruines? Regardez mieux votre radar, commandant. Soudain, le camouflage optique de la Lune s'estompa. 6 cuirassés de classe Titan, sortis tout droit des usines d'Athéna, se révélèrent. Ils étaient 3 fois plus gros que le croiseur de la coalition, hérissés de canons à accélération de masse. Nous ne sommes plus des survivants, dit Elias. Nous sommes vos juges. La première leçon. Elias ne détruisit pas le vaisseau. Il fit quelque chose de bien plus symbolique. Sarah, Lina, procédaient à l'expérience. Les cuirassés d'Athéna tirèrent simultanément des rayons de traction. Le croiseur alien fut traîné, impuissant, vers la haute atmosphère de la Terre. Là, devant les yeux terrifiés de l'équipage alien, les 40 millions d'humains restés au sol activèrent les canons à ions de défense. Une salve de lumière bleue déchira le ciel, frappant le croiseur avec une précision chirurgicale, arrachant ses moteurs et ses générateurs de boucliers, mais laissant le support de vie intact. Nous vous laissons repartir dans une capsule de sauvetage, dit Elias au commandant alien. Allez dire à l'archonte Xylo ce que vous avez vu. Dites-lui que la Terre n'est plus un jardin. Dites-lui que les fils d'Athéna arrivent. L'émotion du premier pas. Alors que la capsule alien s'élançait vers l'hyperespace pour porter le message de terreur, Sarah Kerel sortit sur le balcon de sa citadelle. Elle respira l'air purifié, un air qui sentait le pain et la pluie, et non plus le brûlé. Elle pleura. Mais ce n'étaient pas les larmes de la défaite. C'étaient les larmes d'un peuple qui venait de prouver qu'il pouvait encore mordre. Elias? Appela-t-elle par radio. Je suis là, Sarah. Ils vont revenir en force, n'est-ce pas? La coalition ne laissera pas passer ça. Je l'espère, répondit Elias avec une détermination qui fit frissonner tous ceux qui l'écoutaient. Je l'espère de tout mon cœur. Parce que cette fois, nous ne nous battrons pas pour survivre. Nous nous battrons pour gagner. Chapitre 5, le marteau des dieux. Le rapport du commandant Xilien avait frappé la citadelle de la coalition comme une onde de choc. Pour la première fois en 2 millions d'années, le Conseil des Anciens ne délibérait plus sur des taxes ou des frontières,
mais sur leur survie. L'archonte Xylo, le visage baigné par la lumière spectrale de ses écrans, n'arrivait pas à croire les images, des cuirassés humains d'une technologie dépassant leurs propres lois. Si une bactérie survit à l'antibiotique, elle devient une peste, déclara Xylo devant le Conseil. L'humanité n'est plus une espèce. C'est un virus technologique. Nous allons stériliser le système solaire. Déployer la flotte planéticide. L'ombre de la mort. 3 mois plus tard, le vide spatial aux abords de Pluton commença à bouillir. La coalition n'avait pas envoyé une armada de conquête, mais une machine de mort, le dévoreur d'étoiles. C'était un complexe industriel mobile entouré de 3000 navires de garde, capable de projeter un rayon de résonance moléculaire pour disloquer une planète entière en poussière orbitale. Sur le pont de l'Invictus, Elias Thorne observait l'immense tache sombre progresser sur les cartes tactiques. « Ils ne viennent pas pour nous combattre », dit Lina Vallée, sa voix trahissant une légère tension. « Ils viennent pour effacer la Terre de la réalité. Le rayon sera à portée de tir dans 2 heures. » « Est-ce que les forteresses de Sceaux sont prêtes ?» demanda Elias. « Prêtes, commandant. Mais si nous échouons, il ne restera rien. Pas même une cendre. » La bataille des portes de fer. Le conflit s'engagea près de l'orbite de Jupiter. La coalition, pensant que les humains se cacheraient derrière leurs boucliers terrestres, fut stupéfaite. La flotte d'Athéna ne resta pas en défense. Elle pratiqua ce qu'Hélias appelait la lance de Zeus. 500 cuirassés de classe Titan surgirent de l'hyperespace derrière la ligne ennemie. Ce n'était pas une erreur de calcul. C'était une manœuvre rendue possible par les moteurs à point zéro, capables de micro-sauts de précision que les anciens croyaient impossibles. Feu à volonté, rugit Hélias. Pour la première fois, l'espace fut déchiré par des canons à distorsion. Contrairement aux lasers de la coalition, ces armes ne frappaient pas la coque, elles pliaient l'espace autour de la cible, broyant les navires aliens comme du simple papier. En quelques minutes, le flanc arrière de la flotte planéticide ne fut plus qu'un champ d'épaves tordues. Le sacrifice du cœur de fer. Mais la coalition restait immense. Le dévoreur d'étoiles activa ses boucliers lourds et continua sa marche inexorable vers la Terre. Des milliers de chasseurs aliens, tels des nuées de criquets, fondirent sur la flotte d'Athéna. « Ils nous saturent par le nombre !» cria Lina. L'Invictus a perdu ses boucliers tribord. C'est alors qu'une voix familière résonna sur le canal de commandement. C'était Sarah Kerrell, depuis la station de commandement terrestre. « Hélias, nous avons activé la résonance de la Terre. Si vous pouvez attirer leur vaisseau mère entre la Terre et la Lune, nous pouvons le verrouiller. » C'est un suicide, Sarah. Si le rayon s'active, vous êtes en première ligne. On a déjà tout perdu une fois, Hélias. Cette fois, on sait pourquoi on se bat. Faites-le. Le piège de lumière. Hélias Thorne prit une décision qui allait entrer dans la légende. Il ordonna à sa flotte de simuler une retraite désordonnée vers la Terre. L'archonte Xylo, voyant la victoire proche, ordonna à sa machine planéticide de charger son arme finale. Le dévoreur d'étoiles se plaça entre la Terre et la Lune, sa gueule béante d'énergie violette pointée vers le berceau de l'humanité. « Adieu, vermine », murmura Xylo en activant le tir. Mais le rayon ne sortit jamais. À la place, les 40 millions de survivants sur Terre et les bases lunaires activèrent simultanément les piliers d'Athéna. Un réseau de lasers invisibles créa une cage de gravité intense. Le dévoreur d'étoiles fut pris au piège de sa propre énergie, incapable de décharger son arme. « C'est maintenant !» ordonna Hélias. Toute la flotte d'Athéna se regroupa. Les 500 navires unirent leurs faisceaux d'énergie pour alimenter le canon principal de l'Invictus. « Pour les 8 milliards !» hurla un opérateur de tir. Un rayon blanc pur, plus brillant que le soleil, traversa le vide. Il ne frappa pas le bouclier du vaisseau mère, il passa à travers, utilisant une fréquence de vibration synchronisée avec les moteurs à point zéro. L'explosion fut si monumentale que pendant quelques secondes, la nuit devint jour sur tout l'hémisphère terrestre. Le dévoreur d'étoiles, le fleuron de la coalition,
se scinda en deux avant de se vaporiser dans une réaction en chaîne nucléaire. Le cri du vainqueur. Le silence revint dans le système solaire. Les débris de la flotte planéticide s'enfuyaient en désordre vers les confins de l'espace. La coalition venait de perdre sa plus grande arme, et l'humanité n'avait pas perdu un seul grand navire. Sur les écrans de l'Invictus, des images arrivaient de la Terre. Dans les citadelles, sous les dômes, les 40 millions de survivants hurlaient de joie. Sarah Kerrell, en larmes, regardait les débris du vaisseau ennemi brûler dans l'atmosphère comme des étoiles filantes. Elias Thorne s'effondra dans son siège, le corps tremblant de soulagement. Lina envahissait tous les canaux de communication de la coalition. Je veux que chaque monde, chaque espèce asservie voit ce qui vient de se passer. Quel message envoyons-nous, commandant ? Elias regarda la Terre, de nouveau sereine derrière son voile de protection. Envoyez juste ceci, l'humanité a fini de se cacher. Nous arrivons pour vous libérer. Ou pour vous enterrer. Chapitre 6, les libérateurs de l'ombre. La défaite de la flotte planéticide avait envoyé une onde de choc à travers toute la galaxie. Le mythe de l'invincibilité des Anciens s'était brisé sur les boucliers de la Terre. Pour la première fois depuis des millénaires, le murmure de la rébellion commençait à courir dans les mines d'astéroïdes sur les monts d'usines où des dizaines d'espèces vivaient sous le joug de la coalition. Sur Athéna, l'heure n'était plus à la construction fébrile, mais à l'expansion. La doctrine Thorne. Dans le grand auditorium d'Athéna, devant les 185 millions de citoyens désormais guéris et formés, le commandant Elias Thorne présenta sa nouvelle stratégie. Derrière lui, une carte holographique de la galaxie scintillait, parsemée de points rouges, les forteresses de la coalition. Nous ne pouvons pas gagner une guerre d'usure contre une coalition qui possède 1000 systèmes, déclara-t-il. Mais nous n'avons pas besoin de tous les détruire. Nous devons seulement libérer ceux qui veulent se battre à nos côtés. Nous ne sommes plus des exilés. Nous sommes l'étincelle. C'était le début de la force de libération galactique. La chute de Cryoprime. La première cible fut Cryoprime, un monde industriel massif où l'espèce des Vulques, des êtres robustes et ingénieux, était réduite en esclavage pour produire le carburant de l'armada alien. L'attaque ne ressemblait à rien de ce que la coalition connaissait. Pas de déclaration de guerre. Pas de sommation. Le ciel de Cryoprime se déchira pour laisser apparaître 3 cuirassés d'Athéna. Mais au lieu de bombarder la planète, ils lancèrent des milliers de capsules de soutien. À l'intérieur, pas des bombes, mais des fusils à impulsion, des générateurs de boucliers portatifs et des traducteurs automatiques diffusant un message en boucle sur toutes les fréquences Vulques. Peuple de Cryo, ici l'humanité. Relevez la tête. Vos maîtres ne sont pas des dieux. Prenez ces armes. Nous arrivons. La rencontre, Elias et Grak. Elias descendit lui-même avec son unité d'élite, les spectres d'Athéna, au cœur de la plus grande raffinerie de la planète. Là, il fit face à Grak, le leader des mineurs Vulques, un géant à la peau de pierre dont le bras gauche avait été remplacé par une foreuse mécanique. « Pourquoi nous aidez-vous » grogna Grak, méfiant, alors que les gardes de la coalition s'enfuyaient devant la puissance de feu humaine. Personne n'aide personne dans cette galaxie sans exiger un tribut. Elias rangea son arme et s'avança sans crainte. Le tribut que nous demandons est simple, Grak. Apprenez à nos ingénieurs comment saboter les réacteurs de la coalition. En échange, nous vous donnons la liberté et la protection d'Athéna. Grak regarda le ciel, où les navires de la coalition étaient systématiquement démantelés par les chasseurs humains. Un sourire lent apparut sur son visage rocailleux. Les anciens disent que vous êtes des démons. Si c'est le cas, j'aime votre enfer. Le premier sang des alliés. La bataille de Cryoprime fut courte mais sanglante. Pour la première fois, des soldats humains et des insurgés aliens chargèrent côte à côte. La technologie d'Athéna annulait l'avantage numérique des anciens, tandis que la rage des Vulques faisait le reste. En moins de 24 heures, le gouverneur de la coalition fut capturé. Mais Elias ne l'exécuta pas. Il le plaça devant une caméra reliée au réseau galactique. « Regardez bien ce visage », dit Elias à la galaxie entière. Ce n'est pas le visage d'un dieu.
C'est le visage d'un lâche qui a perdu son pouvoir. Le nouveau visage de la guerre. Pendant ce temps, sur Terre, Sarah Querelle accueillait les premiers réfugiés Vulques. La Terre n'était plus seulement le berceau de l'humanité, elle devenait le quartier général d'une nouvelle alliance. Les 40 millions de bâtisseurs travaillaient désormais main dans la main avec des alliés extraterrestres pour fortifier le système solaire. Lina Vallée, sur le pont de l'Invictus, affichait les nouveaux rapports. Elias, ça fonctionne. 5 autres systèmes ont déclenché des insurrections après avoir vu la chute de Cryo. Ils réclament notre aide. Elias regarda les étoiles. La solitude de l'humanité était terminée. Envoyez la flotte, Lina. Divisez-la en 3 groupes. Nous allons transformer cette galaxie en une forêt de brasiers que les anciens ne pourront jamais éteindre. Mais dans l'ombre, l'archonte Xylo ne restait pas inactif. Sur la planète capitale de la coalition, une arme bien plus ancienne et terrible que le planéticide était en train d'être réveillée. Une arme qui n'attaquait pas la matière, mais l'esprit. Elias le sentait. La vraie guerre, celle qui déciderait non pas de la survie d'une espèce, mais du destin de toute vie consciente, venait d'entrer dans sa phase finale. Chapitre 7 – L'écho du néant. L'expansion de la nouvelle alliance semblait irrésistible. Mais alors que la flotte d'Athéna s'apprêtait à libérer le 3e système minier, un mal invisible frappa. Ce ne fut pas une explosion, mais un murmure. L'archonte Xylo avait activé le voile de l'oubli, une technologie psionique millénaire héritée des fondateurs de la coalition. Un signal de basse fréquence, diffusé à travers les relais de communication galactique, conçu pour amplifier la peur, la culpabilité et le désespoir chez les espèces jeunes. La Terre dans l'angoisse. Sur Terre, le ciel autrefois dégagé redevint sombre, non pas à cause des cendres, mais à cause d'une brume psychique qui semblait peser sur les esprits. Sarah Querelle se réveilla en hurlant dans sa citadelle des Alpes. Elle venait de revivre, pour la 100e fois en une nuit, l'explosion de Genève. Elle voyait les visages de ceux qu'elle n'avait pas pu sauver. Autour d'elle, les 40 millions de bâtisseurs sombraient dans une léthargie profonde. Les chantiers s'arrêtèrent. Des hommes et des femmes restaient prostrés, fixant le vide, persuadés que leur combat était vain. Pourquoi lutter ? Murmura un officier à côté d'elle. On a déjà tout perdu. Ils reviendront. Ils nous brûleront encore. Sarah essaya de parler, mais sa voix s'étrangla. Le voile n'attaquait pas le corps, il attaquait la volonté de vivre. Chaos sur l'Invictus. À bord du vaisseau amiral, la situation était pire. Dans le vide spatial, l'effet du signal était décuplé. Lina Vallée s'était enfermée dans sa cabine, terrassée par des visions de la destruction d'Athéna. Le commandant Elias Thorne, seul dans son bureau, serrait ses poings au point de faire craquer ses jointures. Devant lui, un hologramme de sa propre famille est disparu sur Terre 75 ans plus tôt semblait lui reprocher sa survie. « Tu n'es qu'un boucher, Elias », murmurait l'ombre de son père. « Tu as transformé nos enfants en monstres de guerre. Tu n'es pas meilleur que la coalition. » Elias ferma les yeux, luttant contre l'envie de couper les moteurs de son propre navire. Mais une étincelle de rage froide persistait. Une rage née sur Athéna, forgée par 70 ans de discipline de fer. Le réveil, la technologie de l'esprit. Elias se traîna jusqu'au poste de commandement. L'équipage était en larmes, certains officiers pointant leurs armes vers leur propre tempe. « Lina !» hurla Elias en forçant la porte de la section technique. « Lina, regarde-moi !» Il la saisit par les épaules. Elle avait les yeux vides. Elias se souvint alors d'un projet secret mené sur Athéna par des neurologues, le protocole Égide. C'était un système destiné à synchroniser les cerveaux des pilotes pour les combats à haute vitesse, mais il n'avait jamais été testé à grande échelle. « Lina, si on ne sature pas le réseau maintenant, l'humanité va s'éteindre d'un suicide collectif. » D'un geste désespéré, il activa la console manuelle. Il connecta son propre esprit au transmetteur du vaisseau. La contrefréquence. Ce qui se passa ensuite ne fut pas un tir de canon, mais un cri. Elias Thorne ne projeta pas une fréquence mathématique, il projeta sa mémoire.
Il envoya à travers toute la flotte, et vers la terre, les souvenirs des années de labeur sur Athéna. Le bruit des marteaux, la chaleur des forges, l'espoir des premiers-nés sur la nouvelle planète, et la promesse faite aux morts. Écoutez-moi. Sa voix résonna dans l'esprit de chaque humain et de chaque allié. Ils ne peuvent pas nous battre avec l'acier, alors ils essaient de nous battre avec nos regrets. Mais nos regrets sont notre force. Chaque larme que nous versons est une preuve que nous sommes vivants. Le choc fut brutal. Le voile de l'oubli se fissura. Sur terre, Sarah Querelle se redressa, la vision claire. Partout, les humains se réveillèrent comme d'un cauchemar. La douleur était toujours là, mais elle n'était plus paralysante. Elle était devenue un moteur. La contre-attaque. L'archonte Xylo, sur sa planète capitale, vit ses indicateurs virer au noir. C'est impossible, murmura-t-il. Aucune espèce n'a jamais résisté à la fréquence de l'oubli. Ils s'en servent. Elias, épuisé, les yeux injectés de sang, ordonna la suite des opérations. Lina, ils ont montré leurs mains. Ils ont peur de nos esprits. Maintenant, montrons-leur ce qu'un peuple réveillé peut faire. Chapitre 8, l'aube d'un monde nouveau. Le système de Centauri Prime, le cœur battant de la coalition, n'était plus le sanctuaire inviolable des anciens. Pour la première fois de son existence millénaire, le ciel de la capitale s'était paré de 1000 traînées de feu. La nouvelle alliance, menée par les cuirassés d'Athéna, venait de forcer les portes de verre. 3000 vaisseaux humains, Vulcains rebelles faisaient face à ce qui restait de la garde éternelle de l'archonte Xylo. L'espace n'était plus qu'un tapis de débris et de plasma. L'assaut de la citadelle. Ici l'Invictus. Rugit la voix de Lina Vallée à travers le chaos des communications. Nous avons percé le premier anneau de défense. Elias, le bouclier de la citadelle est alimenté par un noyau à antimatière situé sur la lune orbitale. Si on ne l'éteint pas, on va s'écraser contre un mur. Le commandant Elias Thorne ne s'y a pas. À travers la baie vitrée de son pont de commandement, il voyait la planète capitale, une sphère couverte de cités d'argent, protégée par un dôme d'énergie pure. Envoyez les unités de surface sur la Lune, ordonna-t-il. Grac, c'est à vous. Sur les écrans, on vit des centaines de capsules de largage Vulc s'élancer. Les alliés de l'humanité, armés de la technologie d'Athéna, se jetaient dans l'enfer. Quelques minutes de combat acharné au sol suffirent. Une explosion colossale déchira la petite lune, et sur la planète capitale, le dôme d'argent vacilla, puis s'éteignit. Le chemin est libre, murmura Elias. Toutes les batteries, feu à volonté. Le châtiment de la Terre. Ce ne fut pas un bombardement aveugle comme celui que la Terre avait subi. C'était une exécution chirurgicale. Les canons d'Athéna ne frappèrent que les centres de commandement et les hangars de guerre. Elias voulait que les civils de la coalition voient leur impuissance, qu'ils voient que leurs anciens n'étaient que des mortels terrifiés. L'Invictus descendit dans l'atmosphère, déchirant les nuages de Centauri Prime. Le gigantesque navire noir se stabilisa juste au-dessus du palais de l'archonte. Elias se tourna vers ses officiers. Son visage était marqué par les cicatrices de 7 chapitres de guerre. Sarah, Lina, restez en orbite. Si je ne reviens pas dans 1 heure, rasez ce palais. Le face-à-face, Elias et Xylo. Elias se téléporta seul dans la salle du trône. La pièce était immense, baignée d'une lumière bleue artificielle. Au centre, l'archonte Xylo l'attendait. Il ne ressemblait plus à un dieu, mais à un vieillard fatigué, ses mains tremblant sur son sceptre d'énergie. Vous avez réussi, humain, croassa Xylo. Vous avez brisé l'équilibre galactique. Vous avez apporté le chaos là où nous avions instauré l'ordre éternel. Elias s'avança, ses bottes de combat claquant sur le sol de marbre précieux. Votre ordre était un cimetière. Vous avez limité le génie de milliers d'espèces pour protéger votre propre confort. Vous avez brûlé mon monde parce que nous osions rêver d'indépendance. Les espèces jeunes sont dangereuses. Hurla Xylo, une lueur de démence dans les yeux. Regardez-vous. Vous avez construit Athéna en secret, vous avez créé des armes capables de plier la réalité.
Si nous ne vous avions pas frappé, qu'auriez-vous fait? Élias s'arrêta à quelques mètres de lui. Il posa sur le trône un petit objet, une pierre calcinée qu'il avait ramassée dans les ruines de Paris 5 ans plus tôt. Nous aurions été vos meilleurs alliés, Xylo. Nous aurions exploré les frontières de l'univers avec vous. Mais vous avez choisi la peur. Vous avez tué 8 milliards d'innocents pour une possibilité. Xylo activa son sceptre, une lame de lumière jaillissant vers Élias. Mais Thorn fut plus rapide. Grâce à ses réflexes augmentés par la biotechnologie d'Athéna, il para le coup et désarma l'archonte d'un seul mouvement. Il pointa son pistolet à impulsion sur le front de l'alien. « Tuez-moi, dit Xylo. Faites de moi un martyr et vos alliés se battront pour ma succession pendant des siècles. » Élias sourit. Un sourire triste et froid. « Non. Je ne vais pas vous tuer. Je vais vous faire vivre. Vous allez passer le reste de votre existence à regarder les espèces que vous méprisiez reconstruire la galaxie sans vous. Vous allez être le témoin de votre propre insignifiance. La fin est le commencement. » Élias activa son micro, diffusant sa voix sur toute la planète et vers la flotte. Ici le commandant Élias Thorn. L'archonte s'est rendu. La coalition n'existe plus. À toutes les planètes asservies, vous êtes libres. À tous les citoyens de la coalition, l'humanité ne vient pas pour vous asservir, mais pour vous inviter à une table où personne n'est au-dessus des autres. Le silence tomba sur Centauri Prime. Dans le ciel, les navires d'Athéna commencèrent à projeter non plus des lasers, mais des milliers de sondes de secours et de nourriture. Épilogue, les saisons de la Terre. 1 an plus tard. Sur Terre. L'herbe avait recommencé à pousser dans les vallées de Suisse. Le ciel était d'un bleu profond, sans aucun bouclier pour le troubler. Sarah Kerel marchait aux côtés d'Élias sur les rives d'un lac purifié. Au loin, on voyait les colonnes de lumière des transports qui ramenaient les 185 millions d'exilés d'Athéna vers leur foyer d'origine. « C'est fini ?» demanda-t-elle. Élias regarda les étoiles qui commençaient à poindre. Elles n'étaient plus des sources de menaces, mais des promesses. « Non, Sarah. La guerre est finie. Mais l'aventure, la vraie, celle où nous n'avons plus besoin de nous cacher pour survivre, elle ne fait que commencer. » Alors que le soleil se couchait sur une terre ressuscitée, on pouvait entendre le rire des enfants qui redécouvraient leur monde. L'humanité n'était plus une espèce parmi tant d'autres. Elle était devenue la gardienne d'une paix qu'elle avait payée au prix le plus fort. L'humanité a repris sa place parmi les étoiles, mais l'univers est vaste et d'autres menaces rôdent. Si ce récit vous a captivé, laissez un pouce bleu et partagez cette vidéo. C'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et de nous permettre de produire plus d'audiobooks narratifs de cette qualité. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout, et à bientôt pour une nouvelle épopée. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine épopée. La galaxie appartient à ceux qui osent.